Bonsoir à tous et à toutes, selon la formule habituelle, évidemment. Merci d'être là ce soir. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, alors j'ai l'honneur ce soir et le grand plaisir d'accueillir Maurice Sauzet, architecte, membre de notre compagnie. Le plaisir que j'ai d'accueillir Maurice Sauzet, évidemment doublé de la présence à ses côtés de Chris Lunes, psychophilosophe. Elle s'appelle psychophilosophe maintenant. Vous la connaissez comme philosophe, mais je viens d'apprendre. Double formation. Voilà, hein. Directeur de recherche, professeur, fondatrice du bien connu laboratoire Gerfo, cofondatrice de la RENA, et puis de la revue L'Esprit des Villes. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, merci à l'Académie d'architecture de nous accueillir et de nous permettre de présenter cette photographie. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est à travers tout ça, c'est une façon non seulement de lire un parcours, parce qu'évidemment c'est comme une trajectoire, la trajectoire du jeune Maurice Sauzet qui découvre le Japon et qui finalement n'en est jamais revenu, on pourrait dire, et qui cohabite entre Japon et Méditerranée. Donc c'est d'une part cet élément, et d'autre part c'est profondément une pensée de l'architecture. C'est ce qui est en jeu de l'architecture. De quoi est-ce que l'architecte est en charge dans l'architecture ? Il y a cette idée que l'architecte est en charge de quelque chose. Mais le quelque chose est très vaste. C'est un rapport au monde, c'est un rapport à l'autre, c'est un rapport à soi, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux finalement. Et donc j'espère que ce mystère-là et la puissance de l'architecture, parce qu'elle n'est pas réductible au langage ni à des mots, persistera malgré tous les mots qui peuvent l'accompagner. Donc, au travers de ces questions, je vais peut-être pouvoir éclairer un peu mieux quel est le fond de cette lecture. Dans le fond, vous aimez bien commencer par vous positionner par rapport au mouvement moderne, par exemple. Oui, c'est un point effectivement que je souligne toujours. Vous racontez des tas de choses, mais comment vous vous situez par rapport à l'architecture moderne, le mouvement moderne en lui-même? Donc c'est un point central sur lequel j'aime bien pouvoir m'exprimer. Il va falloir faire un petit retour sur l'histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études qui étaient fortement influencées par la Renaissance. J'ai commencé par faire des colonnes, le secret des proportions qui nous venaient, c'est certaines ces proportions qui étaient vraiment la règle du jeu. Et très vite, le mouvement moderne est venu parallèlement se superposer à cet enseignement. Ça a duré quand même, disons... Déjà, il a fallu arriver à 68 vraiment pour que l'école d'architecture rompe avec... vraiment, il y a eu une rupture à ce moment-là dans l'enseignement par rapport à cet enseignement vraiment classique. Donc ça, c'est le premier point. À ce moment-là est né le mouvement moderne en lui-même qui, lui... avait commencé à la fin du 19e siècle et qui émergeait en France avec Le Corbusier, avec un certain nombre de grands noms, mais avec une rigueur, disons, rationnelle. La rationalité était à la base. Cette architecture moderne faisait un grand pas vers l'homme, vers les individus. Ce n'était plus une architecture de représentation comme l'a été beaucoup l'architecture de la Renaissance. C'était une architecture qui était fonctionnaliste, qui voulait être dans la rationalité de la fonction et exprimer aussi le mode de construction. Ne pas avoir de complexe avec le béton. Le béton était notre moyen de construction. Les glaces, les verres et le métal était le moyen par lequel devait s'exprimer l'architecture. Ça avait été vraiment la règle. Et on ne devait pas
enfreindre cette règle. Elle était vraiment dominante. Alors, c'est là où je me suis pas vraiment opposé, pas du tout, mais il y avait un peu un doute, même au courant de mes études. Et quand je suis arrivé au Japon, disons totalement fraîchement diplômé, je suis rentré dans ces temples bouddhistes zen avec une émotion. Je traversais ces petites maisons de bois et j'y découvrais une émotion qui m'était totalement inconnue. Mais vraiment une émotion, pas une émotion, comment dirais-je, celle qu'on peut ressentir en regardant un beau monument qui vous écrase par sa dimension, par sa hauteur, par la valeur technique de sa réalisation, mais une émotion qui vous prend vraiment au chakra, là, quelque chose qui vous touche. D'où venait cette atteinte? Et les années ont passé, j'ai travaillé donc pendant près de 2 ans avec Zakakura, élève de Le Corbusier, donc j'étais complètement baigné dans le mouvement moderne avec Le Corbusier, mais avec un chef d'agence qui était, enfin, un architecte qui dirigeait le bureau de Zakakura, qui lui était extrêmement versé dans la tradition japonaise. Et j'ai pu à ce moment-là voir les plus beaux temples du Japon, vraiment y être d'une manière constante, parce que dans ce bureau Zakakura, tout le gratin de Paris venait au Japon, et quand ils venaient au Japon, ils allaient chez Zakakura. Zakakura étant, en somme, l'image, il avait fait une partie de ses études en France, il parlait le français. Donc quand on envoyait quelqu'un chez Zakakura, Zakakura me l'envoyait en disant « Sosé, fais-leur visiter Kyoto ». Ce que je demandais, pas mieux, c'est-à-dire que je sortais de l'agence et j'allais me faire voir les plus beaux temples. C'est ainsi que j'ai conduit Jean Prouvé, et avec Jean Prouvé, on a parcouru, je connaissais déjà Jean Prouvé pour lui avoir fait faire une conférence à l'école spéciale d'architecture, mais à ce moment-là, on a vraiment lié vraiment un rapport d'amitié. Donc moi, je suis venu, et après cette venue au Japon, j'ai compris qu'il y avait une dimension qui était absente dans l'architecture qu'on me proposait. C'est cette dimension émotionnelle. Mais cette émotion était à la base, et progressivement, je pense ne pas avoir tellement trahi le mouvement moderne, je pense simplement y rajouter un chapitre, à savoir que je ne veux pas rejeter tout ce chemin qui a été fait par le mouvement moderne. Je veux simplement dire qu'il n'est pas impossible d'ajouter à cette dimension, qui laisse quand même beaucoup de latitude, pour y inscrire l'émotion humaine. Et que cette émotion humaine ne soit pas pervertie, si je peux dire, par toutes les difficultés qu'on a à construire, qui sont les techniques, qui sont les objectifs qu'on peut rencontrer, financiers notamment, mais toujours que l'architecte puisse garder son cap pour vraiment inscrire cette émotion, que ce soit lui qui ouvre les portes, qui couche dans les lits, qui soit à l'intérieur de cette architecture constamment. Vous aimez parler d'une inversion philosophique de la conception architecturale, en fait. Ben oui, là, alors, je l'ai un peu effleuré, cette dimension d'inversion. Quand j'ai commencé mes études, on a asséné à chacun de nous des vérités qu'on ne discutait pas. Vous avez le sens des proportions, une colonne doit faire tel diamètre par rapport à la hauteur, en fait tout un système qui était numérisé, qu'on pouvait numériser. Et c'était une réalité qui n'était pas discutable. Il y avait les proportions et on devait avoir ce sens, acquérir ce sens des proportions. Et ce sens, il n'était pas forcément, ne venait pas directement, spontanément, ce sens. Il fallait être un peu, comment dirais-je, élu pour arriver à cette dimension-là. Il y avait une dimension qui venait du ciel, la dimension, comment dit-on, oui, transcendante. La dimension transcendante était inscrite dans toutes ces données-là. Or, dans le Japon, j'ai rencontré une autre dimension aussi infinie que celle-là, que la transcendance, c'est l'immanence. C'est-à-dire trouver à l'intérieur de nous-mêmes
cette profondeur qui remonte vraiment à la création de l'homme, à la création. Je parle souvent de mon chien à cette occasion-là, c'est-à-dire quand je vois agir mon chien, je vois effectivement que nous avons un sens commun qui nous vient à lui et à moi de très loin. Il a des réactions par rapport à la lumière, par rapport au soleil, par rapport à un endroit où il est bon aller s'asseoir ou se coucher, et que je ne renierai pas. Et c'est en cet décalage entre cette sacralité, cette transcendance qui était celle qu'on nous a enseignée, et au contraire cette immanence que j'ai découvert au Japon. Dans votre travail avec Augustin Berck, vous avez vous avez connu le terme de trajection que vous utilisez dans votre monographie. Quand je commence un projet, j'essaye de voir par rapport au terrain, par rapport aux données qui me sont posées, de voir comment je peux, quel va être le fond émotionnel que je vais pouvoir insérer dans ce bâtiment construit. Et peu à peu, il va s'établir autour des dessins, des croquis qui sont à la base. Et quand les choses marchent, et comme elles veulent, comme je le souhaite, qu'elles peuvent marcher, il se crée tout comment dirais-je, une série d'émotions qu'on peut insérer à l'intérieur de ce bâti, par le fait de parcours dont je vous parlais peut-être tout à l'heure. Mais donc, une fois que j'ai ce capital, disons, je suis obligé de rejoindre les données nécessaires, celles qui sont objectives, la valeur totale du bâtiment à faire, la surface que je ne peux pas dépasser, les bornes du terrain, tout ce qui est objectif. Alors là, il y a un trajet qui est à faire, et Augustin Berck a appelé ça la trajection. Moi, j'appelle la trajectivité. Disons, cette trajectivité qui est ce projet, ce trajet, réellement, je pense que le terme est bien inscrit là-dedans, le trajet nécessaire dans ma tête, dans notre tête de concepteur, pour garder constamment les valeurs émotionnelles qu'on a cherché à insérer dans le projet, et les garder jusqu'à la fin, et de trouver le moyen de trajecter, justement, d'associer ces deux dimensions. Pour trajecter, du coup, dans cette anticipation des émotions. Oui, alors là, c'est quand même bien d'avoir des questions, parce qu'au moins on ne perd rien. On ne perd pas son trajet. On ne perd pas son trajet. Oui, alors comment j'y arrive, comment je crois pouvoir y arriver, et comme je crois pouvoir aussi avoir trouvé le chemin que parcourent les Japonais. Alors, si vous voulez, là j'ai fait des emprunts à la phénoménologie, et notamment à Merleau-Ponty, dans ces termes qui parlent de prise. Être saisi, avoir cette saisie par des éléments construits, des saisies sur vous-même, implique qu'il y ait des sujets qui vous saisissent, des éléments de la construction qui vous saisissent. Et on rappelle ça des prises. Merleau-Ponty, dans un autre domaine, c'est-à-dire dans le domaine philosophique, a parlé de prise, au moment où un sujet élevé vous saisit, vous prend. Et l'image, c'est vraiment le grimpeur qui entreprend de passer le col d'une montagne avec toutes les difficultés, à des prises successives pour s'élever de plus en plus haut. Donc ça, c'est une des techniques de prise, c'est-à-dire que quand il y a un lieu particulièrement intéressant, un objet, un cadrage de vue qui est intéressant, on va avoir l'obligation on va avoir une butée qui va vous obliger à être présent au lieu, d'être là. Donc ça, c'est une des données. Je ne vais pas les donner, tu veux que je les donne les 8 prises. Il y a le cadrage des vues qui est un élément important.
Un qui est aussi très important, c'est les transparences, les vues voilées. Vous avez tous lu L'éloge de l'ombre. Il y a un écho très fort là. L'éloge de l'ombre de Tanizaki. Tanizaki raconte, c'est un japonais qui parle de sa culture, et il montre comment le Japon a su faire élever la dimension émotionnelle, mais surtout l'imaginaire des individus, en créant des espaces qu'on voit à moitié, qui sont suggérés et qui mettent en route une dimension qui est celle de l'imaginaire de chacun. Le dedans-dehors, aussi le dedans-dehors, j'allais l'oublier, c'est-à-dire que les maisons ne sont pas... C'est pas une cage, c'est au contraire un filtre. C'est un filtre qui montre le monde. C'est-à-dire qu'on peut être dans un lieu de qualité assez médiocre, mais grâce à ce filtre qu'est la maison, vous n'allez voir que ce qui est de qualité. Ce qui est médiocre va être derrière un mur, va être derrière un soji opaque. Par contre, tout ce qui vaut la peine d'être vu, vous allez le voir au moment même où vous avez une obligation de voir, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de l'intérêt de cette recherche? Un exemple que je ressors assez volontiers, c'est lorsqu'un de mes étudiants architectes qui avait pas mal réussi, qui n'avait pas tellement retenu mes cours, mais qui m'avait très gentiment invité à voir une maison de retraite qu'il venait de finir. Elle était finie, on pouvait la visiter, elle n'était pas encore habitée, et j'ai pu circuler là-dedans et voir notamment les chambres. Et dans les chambres, aux surprises, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun rapport entre le lit et la fenêtre. C'est-à-dire des gens qui allaient être à la fin de leur vie, avaient à avoir peut-être une année ou peut-être 6 mois ou quelques mois à vivre, et certainement le plus souvent cloués au lit, ne voyaient que le fond de la chambre. Et ce lien à la nature, ce lien au monde, était absolument pas évoqué. Quand je lui ai dit mon étonnement, elle m'a dit « Ah ben ça, c'était pas du tout dans le programme ». Et ça, c'était vrai, c'était pas dans le programme. Par contre, la largeur des portes, de manière à ce que on peut circuler avec comment on appelle ça, des trucs à roulettes, des lits à roulettes. Ça a été... Parlant de bâtiments publics, de concours, à chaque fois qu'on fait une conférence, la question qui revient le plus souvent, c'est oui, mais vous faites de l'architecture, des maisons individuelles assez chères. Oui. Comment vous pouvez répondre à cette question avant qu'on vous la pose? Oui, ça c'est une question assez récurrente. Alors, moi, bon, j'ai plusieurs réponses possibles, j'avoue. La première chose, c'est d'avouer. J'avoue que ces maisons sont quand même plus coûteuses que des maisons ordinaires. Et je pense que les travaux qu'on fait, ce que vous pouvez lire dans les livres, ouvre un objectif, donne un objectif à tout le monde. Mais le fait de proposer ces choses-là, même si elles paraissent un petit peu utopiques dans l'immédiat, elles sont, je pense, des objectifs qui seront atteints par d'autres d'ici quelques années. Nous n'avons que quelques années d'avance sur ce qui sera proposé pour le plus grand nombre. Du logement collectif, c'est vrai que pour moi c'est un regret. D'abord, je sais que c'est un manque, je sais que c'est une absence. Dans les bâtiments publics, j'ai eu quelques succès, je l'ai dit, grâce à un certain nombre d'architectes qui savaient ce que je faisais, qui étaient dans les jurys, et qui ont pu me défendre. Mais dès que la commande la commande publique a été réservée, réservée, c'est pas le terme, mais a été limitée à des projets complètement anonymes, c'est-à-dire que l'auteur était soi-disant anonyme. Il n'était pas question que l'architecte défende son projet, l'explique son projet. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus gagné aucun concours. Alors que quand on pouvait le défendre, j'ai fait plusieurs maisons de retraite, j'ai fait plusieurs collèges,
Pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup de maisons mutuelles? Parce qu'il y a beaucoup de gens, toujours, qui sont sensibles à ce que je raconte, et sans que je sois venu, ils ont simplement lu certains livres ou eu l'occasion de voir une émission à laquelle j'ai pu participer, et qui les ont amenés à être sensibles à cette dimension-là, et qui m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose dans ce sens-là.